Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder l'intriguant procès d'Anne Lamarque, dite la Folleville. Une longue procédure judiciaire qui a débuté le 17 juin 1682. Mais pourquoi m'intéresser à cette histoire-là, me direz-vous? Eh bien parce que, imaginez-vous donc qu'il est question de sorcellerie, mais surtout d'un mystérieux grimoire. Puis les grimoires, eh bien, c'est le sujet du podcast. Bon, son contenu demeure tout de même assez mystérieux et on peut même douter jusqu'à son existence, mais l'histoire en elle seule en vaut quand même largement le détour. Préparez-vous donc à redécouvrir Montréal à ses débuts, dans les lignes parfois surprenantes du procès de la Folleville. Bon épisode! Bon. Je dois avouer que d'éplucher un vieux procès-verbal de 1680, c'est un exercice de patience. C'est difficile à lire, les termes sont évidemment vieillots et ça nécessite une mise en contexte. Le document provient du Fonds de bailliage de Montréal de 1644 à 1693. Et évidemment, il se trouve aux Archives nationales. Et sur cet épisode-là, je dois remercier Daniel Filion, un archiviste aux Archives nationales, pour m'avoir mis sur la piste de ce sujet-là. J'ai eu la chance de le rencontrer en novembre dernier à une soirée organisée à la Grande Bibliothèque. Il m'a pas mal approché en me disant « Hey, toi tu parles de grimoire dans ton podcast. J'ai quelque chose pour toi. » En tout cas, bref, merci beaucoup et désolé de t'avoir embêté aussi souvent par la suite. Bref, pour vous mettre un peu en contexte, le dit fonds de bailliage, où se trouve le procès verbal d'Anne Lamarque, comprend l'ensemble des documents produits entre 1644 et 1693 pour le bailliage de Montréal. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça, le fonds de bailliage de Montréal? C'est une excellente question. C'est le tribunal seigneurial de la Seigneurie de Montréal. C'est un peu redondant, je vous l'accorde. Dans le fond, on y retrouve tout ce qui concerne les litiges en première instance, autant criminels que civils. Ce genre de document-là témoigne d'une très grande variété d'activités humaines. C'est donc passionnant et ça constitue évidemment une source unique et précieuse de recherche sur l'évolution de la société de la Nouvelle-France. Petit bémol, c'est également très souvent écrit en patte de mouche. Rendu là, c'est plus tant de la lecture, mais plutôt un exercice de décryptage. Outre la calligraphie qui est particulièrement difficile à comprendre, la formulation et les temps de verbe proviennent d'une autre époque. J'ai donc rassemblé toute ma patience et je me suis attaqué au texte. L'histoire derrière tout ça en valait quand même l'effort. J'avais sous la main une version transcrite dans Word. Malheureusement, sa compréhension était quand même ardue. Il y avait beaucoup de mots manquants ou incompréhensibles. Le procès lui-même n'étant pas numérisé, je n'avais pas accès au document original. Je me suis donc rendu sur place et avec beaucoup d'émotion, j'ai consulté le procès lui-même. J'en ai profité pour numériser l'ensemble du dossier. Évidemment, j'en ai demandé l'autorisation. Inquiétez-vous pas là. Mais d'avoir entre les mains un vieux procès datant de plus de 340 ans, ça vient chercher toutes sortes d'émotions. C'est comme avoir une fenêtre ouverte sur le passé devant soi. On parle ici d'un dossier qui contient à peu près une 60aine de pages. Si vous écoutez la version vidéo du podcast disponible sur YouTube, vous allez pouvoir voir les dites pages du procès et vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est un hostichial à déchiffrer. Cependant, d'avoir le dossier original m'a quand même beaucoup aidé à comprendre la disposition du texte. Sans rentrer dans les détails, j'ai tout de même tenté de faire une nouvelle transcription numérique grâce à l'intelligence artificielle, avec l'aide de la plateforme Transcribus. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une plateforme de reconnaissance de vieux textes écrits à la main, à partir de numérisation de vieux documents historiques. Ce qui rend Transcribus vraiment intéressant, c'est qu'on peut y entraîner un modèle à comprendre un style d'écriture particulier. Par exemple, justement, les vieux documents juridiques de la Nouvelle-France. J'ai essayé de créer un modèle pour traduire le document. Malheureusement, pour l'instant, c'était assez moyen comme résultat. Ça me dépasse un peu et je n'ai pas les connaissances pour y arriver. Cet outil-là, il est passionnant parce que justement, il y a plein de documents dans le même genre que personne ne s'est vraiment penché dessus, faute d'une compréhension plus immédiate, si je puis dire. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui travaillent justement avec Transcribus pour parvenir à démêler un peu cette période-là de notre patrimoine. Mais là, je m'égare un peu. Revenons-en au sujet. Mais avant de se lancer dans une affaire comme celle de la Folleville, une petite mise en contexte s'impose.
C'est une histoire qui date quand même de 343 ans. Le procès se démarque par son sujet, certes, mais également par les gros noms de l'époque qui ont été mêlés. Donc, au cours de la lecture du procès, je vais présenter chacun des acteurs importants. Et puis, c'est pas un luxe, parlons un peu de la fondation de la ville. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, en 1682, ça fait à peine 40 ans que la ville a été fondée. Et là, je m'excuse à l'avance, peut-être que je vais faire saigner des oreilles quelques historiens par ma simplification de l'affaire. Ouch! Bref, je m'en excuse. Initialement, la colonie de la Nouvelle-France est abordée d'un point de vue commercial, avec la fondation de la Compagnie de la Nouvelle-France, aussi appelée la Compagnie des 100 associés. Ce regroupement, comme son nom le laisse penser, était formé de 100 actionnaires, dont entre autres Samuel de Champlain. En gros, ses membres ont avancé 3000 livres pour amasser un capital de 300 000 livres. En échange du monopole total du commerce des fourrures et en fait pas mal n'importe quel commerce qui se fait sur le territoire de la Nouvelle-France, la compagnie s'était engagée auprès du roi à tout faire pour peupler la colonie. Bref, d'y intégrer 200 à 300 hommes de tous les métiers dès 1628 et jusqu'à 4000 individus dans les 15 années suivantes. Ça paraît easy peasy sur papier de même, mais ça demeure quand même assez compliqué. Qui plus est, la compagnie se devait d'administrer la colonie, s'assurer de sa défense et aussi de se consacrer à la conversion des Autochtones. À petite échelle quand même, mais il s'engageait quand même à loger et nourrir 3 ecclésiastiques pendant 15 ans. Mais finalement, ça se passe pas aussi bien que prévu. Ils ont perdu plusieurs navires capturés par les Anglais. Les opérations sont donc assez ralenties. Ça coûte beaucoup plus cher que prévu, évidemment, et la compagnie des 100 associés finit par se dissoudre. Malgré tout, de toute évidence, elle a permis de faire avancer beaucoup les choses, qui traînaient quand même pas mal avant sa prise en charge. J'ai dit qu'initialement, la colonie de la Nouvelle-France s'était destinée à des fins commerciales. Mais en 1639, ça va changer un peu. Et ça, on doit ça à un groupe d'hommes, comptant parmi eux, entre autres, l'abbé Jean-Jacques Oyer, le fondateur de l'importante compagnie des prêtres du Saint-Sulpice. Bref, ils vont fonder à Paris la Société Notre-Dame de Montréal. L'organisation à vocation pieuse a pour objectif de construire un établissement missionnaire sur l'île de Montréal, le but étant de convertir les Autochtones au christianisme. Le 17 décembre 1640, la Société acquiert donc légalement la seigneurie de l'île de Montréal à la Compagnie des 100 associés. C'est 2 ans plus tard, sous la direction de Paul de Chomédé de Maisonneuve et de Jeanne Mance, que l'établissement de Ville-Marie, future ville de Montréal, est fondé, soit en 1642. Et oui, d'ailleurs, vous avez bien entendu, l'île de Montréal a été confondée par une femme, Jeanne Mance. Elle est la fondatrice et administratrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Ces décisions, dans des moments cruciaux, ont permis d'ailleurs à la ville de Montréal de survivre, ce qui n'est pas rien. Donc, un personnage historique ultra important du Québec. Déjà à cette époque-là, les Sulpiciens avaient quand même une certaine influence sur la Nouvelle-France. Mais c'est vraiment à partir de 1657 que la Compagnie des prêtres du Saint-Sulpice a commencé à envoyer des premiers missionnaires. Et finalement, c'est le 9 mars 1663 que ça devient vraiment sérieux. La Société Notre-Dame de Montréal est écrasée sous les dettes et par le manque de ressources. Ils vont donc céder la seigneurie de Montréal aux Sulpiciens qui jouissent d'une richesse enviable capable d'absorber leurs dettes. Et c'est à ce moment-là que les prêtres sulpiciens ont grandement élargi leur rôle dans le développement de l'île de Montréal. Ils sont impliqués dans toutes les sphères de la ville et ils deviennent des gestionnaires fonciers et des bâtisseurs. Je pense qu'on peut dire sans hésiter qu'ils ont contribué beaucoup au développement de la ville. Ils ont eu une importance de premier plan dans la vie religieuse et culturelle des Montréalais. Il n'y a pas à dire, ils étaient impliqués jusqu'à la fondation des rues de la ville. Alors rien d'étonnant qu'ils soient très souvent liés de près ou de loin à toutes sortes de procès étant chargés également du maintien de l'ordre. Dans le fond, ils calissaient tout. Mais bon, il fallait bien que quelqu'un le fasse. C'est sûrement pas ce gars-là là-bas, le villageois qui est en train de chier à même la rue, qui aurait vraiment aidé au développement de la ville. Allô, c'est de moi que vous parlez. En tout cas, fait qu'une certaine discipline, c'est pas une mauvaise chose. Et puis, s'il y avait quelque chose qui les achalait à l'époque et qui était, selon leurs convictions, contre toute morale chrétienne, c'était bien le libertinage. Le libertinage. Ferme ta gueule. Respectueux villageois dont je partage certainement des gènes. Bon, le libertinage. Et dans cette colonie encore jeune, c'était un vrai problème. Il y a même des lois qui ont dû être passées pour tenter de contrer l'engouement libertin des colons.
Ouais, parce qu'il préférait courir le castor plutôt que de cultiver la terre, aux grandes dames des Sulpiciens. Parce qu'on court pas juste le castor quand on s'éloigne de la colonie. Les mœurs deviennent plus légers. Et les natifs des lieux, dont les habitudes et les usages sont très différents des colons, encouragent les hommes à choisir une vie d'aventurier loin de la morale chrétienne. Montréal, à ce moment-là, comptait seulement 1389 habitants, du moins au dernier recensement datant de 1681. C'est une ville où on transite. On s'y rend pour faire le plein de vivres, pour le commerce, pour dormir, bref, c'est un arrêt avant de reprendre sa route. Et c'est pour cette raison que malgré la faible population, on compte plus d'une trentaine d'auberges et de cabarets. Et c'est pas juste pour dormir qu'on fréquente ce genre d'endroit. Et l'établissement de Madame Lamarque, qui tenait un cabaret, faisait jaser pour ses déboires depuis déjà un certain temps. Un endroit quand même très prisé pour des raisons inavouables. C'est parce que les gens vont là-bas pour fou. Finalement, personne partage de gêne avec ce bon monsieur. L'établissement était d'ailleurs sous le regard scrutateur des Sulpiciens depuis un certain temps. Il y avait des règles en vigueur concernant ce genre d'établissement-là, dont entre autres de fermer leurs portes au couvre-feu sonnant à 9 heures du soir. Mais bon, les règles n'étaient pas souvent respectées, et les Sulpiciens ont dans le collimateur deux établissements en particulier, celui de la Folleville ainsi que celui de la Saint-Michel. Ouais, parce que parmi les nouvelles tâches des seigneurs de l'île, il y avait le maintien de la moralité. Les curés visitaient personnellement les fautifs pour leur donner des avertissements, et cela pouvait escalader jusqu'à un procès. Et c'est le cas ici. Et on est rendu, attaquons-nous à ce dit procès. Je vais en lire des extraits, mais il y a des bouts que je vais passer un peu plus vite parce que ça devient redondant. 19 juin 1682. Monsieur Jean Gervaise exerçant la justice en liste de Montréal, et cela en l'absence de Monsieur de Baillif. La plainte provient de Jean Frémont, prêtre écurie de la paroisse de Ville-Marie. Celui-ci affirme que depuis plusieurs années, notamment depuis qu'il est en poste depuis 1680, la réputation d'Anne Lamarque est si scandaleuse et contre toute morale chrétienne qu'il n'a d'autre choix que de demander que la Folleville se retire incessamment de l'île de Montréal, qu'il lui soit défendu de tenir pensionnaire et qu'elle ne puisse vendre des boissons alcoolisées. On parle ici de petits poppers, des tournades et puis des Bud Light. Lime. C'était les boissons alcoolisées de la Nouvelle-France. Bref, le curé Frémont spécifie d'ailleurs que celle-ci a été avertie à plusieurs reprises, par lui ainsi que par d'autres confrères, de changer de conduite. Toutefois, leur effort fut sans aucun résultat. Jean Gervaise requiert alors qu'il soit incessamment informé des détails de ce cas. Il est demandé que des témoins soient assignés rapidement. Le 20 juin 1682, à 7 heures, on reçoit un premier témoin. Il s'agit d'Abraham Bouat. L'homme est âgé d'environ 36 ans et c'est un marchand bourgeois. Après avoir fait le serment et confirmé qu'il n'était pas parent avec Anne Lamarque et son mari, on le questionne. On lui demande s'il a été témoin de scandales à son sujet, leurs deux établissements étant voisins. Celui-ci les informe qu'il est voisin avec la Folleville depuis environ 8 ans. Il y aurait des oui-dire du voisinage au sujet d'une relation scandaleuse entre la femme de la Folleville et le défunt Dauphiné. Ça, c'était moi. Ouais, c'était lui, ça. C'est pas mentionné dans le procès, mais il s'agit ici d'Émété Mollard, dit le Dauphiné, un ancien employé de M. Bouat, chargé de défricher les terres de celui-ci. Mais il faut croire qu'il faisait pas juste défricher. Bref, c'était un coquin. Mais au moment du procès, ce bon gaillard-là est mort depuis quelques années. La relation entre les deux est un secret pour personne. Le témoin déclare qu'au mois d'avril dernier, pendant qu'il faisait ses semences sur ses terres, il entendit que Charles Testard Folleville, ça c'est le mari de Anne Lamarque, n'avait pas fait ses Pâques, donc n'avait pas reçu sa communion et ne s'était pas confessé. Puis ça, laissez-moi vous dire, c'est vivre comme une chenaille. Et là, M. Bouat, ayant toujours ses affaires en ordre avec Dieu, se permit de lui faire remarquer que ça n'avait pas d'hostie de crise de bon sens. Bon, c'est peut-être pas exactement les mots qu'il a utilisés, mais ça ressemblait à ça. Bref, sur ces mots nuancés, M. Folleville a répondu « Comment voulez-vous que je les fasse? Voulez-vous que je fasse une confession qui me damne? Tant que je serai comme je suis, j'en ferai pas. Je crois que ma femme est un diable,
qu'elle a fait quelques pactes. Je pense même qu'elle est magicienne. Je veux me séparer d'elle et puis ça fait presque 1 an qu'on n'a rien fait. À noter ici que les propos du mari n'ont rien de vraiment étonnant. À ce moment-là, ça fait déjà un petit moment que Charles essaye de se libérer de son collier de fer matrimonial. Et puis, c'est pas tout à fait évident à cette époque-là. Le grand classique, c'est d'associer son partenaire à une quelconque relation avec le diable. Oui, parce que ça peut annuler un mariage pour cause de maléfice. Le meilleur exemple, c'est certainement celui de Pierre Gadois, un armurier de Montréal. Celui-ci avait demandé le divorce, prétextant que sa femme avait reçu un sort diabolique l'ayant rendu stérile. L'amant de son épouse, René Besnard, frustré de ne pas avoir été choisi, avait noué l'aiguillette de son mari. Ah, le fameux nouage de l'aiguillette. On en avait parlé dans l'épisode sur le grimoire Le Petit Albert. Par chance, c'est un charme qui se défait quand même assez facilement si je me souviens bien. Il suffit que de pisser dans l'anneau nuptial pour s'en libérer. Mais peut-être que je dis des niaiseries, fait qu'on va regarder. Ah! Nos anciens assurent que l'oiseau que l'on appelle le pivert est un souverain remède contre le sortilège de l'aiguillette nouée. Si on le mange rôti à jeun avec du sel béni, si on respire la fumée de la dent brûlée d'un homme mort depuis peu, on sera pareillement délivré de ce charme. Le même effet arrive si on met du vif d'argent dans un chalumeau de paille d'avoine ou de paille de froment et que l'on mette ce chalumeau de paille ou de froment ou d'avoine sous le chevet du lit ou de la couche de celui qui est atteint de ce maléfice. Si l'homme et la femme sont affligés de ce charme, il faut, pour en être guéri, que l'homme pisse à travers l'anneau nuptial. C'est pas du tout du savoir inutile. Pour en revenir à Pierre Gallois, le contrat de mariage a été rompu et notre bon René Besnard, pour sa part, est allé en prison et a également dû payer 300 livres d'amende. Il peut se compter chanceux parce que même à cette époque-là, la justice québécoise était pas mal soft sur les condamnations. En Europe, on l'aurait probablement brûlé et écartelé. Ou écartelé ou brûlé, ou brûlé. En tout cas, la deuxième option me paraît plus logique. Bon, peu importe. Bref, le témoin raconte que plus tard dans le mois, il a rencontré de nouveau Charles chez un dénommé Parizeau. Il en a profité pour lui dire qu'il devrait retourner avec sa femme en bon chrétien. Monsieur Folleville lui a répondu alors « Comment que je pourrais te répondre ça? Fuck non! » C'est pas exactement comme ça qu'il le dit, mais tout ça se justifiait par le fait qu'il y avait déjà un homme dans la maison et qu'il n'était pas le bienvenu. D'ailleurs, Bois raconte que Charles avait même mentionné qu'il avait envie de tuer l'homme qui vivait avec sa femme. Affirmation à laquelle Bois a rapidement répondu en citant la Bible « Tu ne tueras point ». Et puis là, je vous entends. Vous êtes en train de vous dire que ce bon Bois est un homme des plus pieux, dont la bravoure n'a d'égal que sa vertu sans faille. Bon, il n'en parle pas dans le procès, mais parlons-en un peu de ce bon Abraham. Il est surtout connu comme étant l'un des pionniers de l'hôtellerie montréalaise. Officiellement cabaretier depuis 1674 puis aubergiste en 1680. Il se démarque par le fait que parmi les tenanciers de l'époque, Bois a la carrière qui a duré le plus longtemps. Il a des liens avec la Compagnie des prêtres du Saint-Sulpice. Oui, parce qu'avant son arrivée au Canada, il était valet de chambre et chargé de l'abbé Gabriel de Quilus, premier supérieur du séminaire du Saint-Sulpice de Montréal. C'est quand même pas rien. De ce qu'on connaît de lui, c'était un homme au tempérament parfois colérique, surtout vis-à-vis ses employés. Bon, il était un peu dick, puis il frappait sur le monde. Mais juste de temps en temps. Genre juste une fois au chalet. Là. Les Européens, ils comprendront pas cette référence-là. T'as raison, mon bon Mollard. D'ailleurs, Émété Mollard devait se prendre des claques assez souvent. On se souvient qu'il travaillait pour M. Bois. C'est vrai, il me frappait tout le temps. C'est plate. Dans un autre ordre d'idée, M. Bois ajouta également qu'il avait entendu se plaindre les parents de Jean-Baptiste Le Cavalier. Celui-ci était très souvent chez la Folleville, et il était tout aussi souvent là qu'il était sous quand il était là. Il semblerait que Anne Lamarque avait un petit je ne sais quoi de particulier pour avoir un si grand pouvoir d'attraction sur lui. Au cabaret, il dépensait tout ce qu'il gagnait en jouant aux cartes. Monsieur Bois rajoute qu'il avait entendu dire de la part de Léger Hébert et de son frère Jean-Baptiste Le Cavalier, c'est des demi-frères, là, j'ai vérifié, que Anne Lamarque possédait un livre de magie qu'elle leur avait montré, un grimoire qu'elle utilisait couramment.
Elle s'en était entre autres servie pour retrouver un objet égaré, une vrille. Pour les curieux, une vrille, c'est un objet en forme de T qui sert à trouer du bois sans le fendre. C'est bien pratique. Bref, après la consultation du grimoire, l'objet aurait été potentiellement retrouvé chez un dénommé Souman entre deux barriques bien précis dans la cave. Bois ajoute également que le bruit court qu'Anne Lamarque serait enceinte de plus de 6 mois. Hey! Et ça se peut pas? Ils ont pas partagé la couche depuis au moins 1 an? Vous avez mis le doigt sur le bobo, espèce de gros colon, parce qu'en fait, l'enfant serait de Jean-Baptiste le Cavalier. On dit d'ailleurs qu'elle aurait sollicité l'aide d'un chirurgien pour obtenir quelques remèdes pour se faire avorter. Et c'est là que rentre en jeu M. Forestier. Bon, c'est pas expliqué dans le procès lui-même, mais permettez-moi de vous le présenter. Chirurgien né en 1646, il était un des médecins les plus en vue de l'île de Montréal. Un big shot, de toute évidence. En 1681, il se lie sous contrat à l'Hôtel-Dieu de Ville-Marie. Au cours de sa longue carrière, il a tenu le rôle d'expert médico-légal avec Jean Martinet de Fontblanche, un autre chirurgien. Donc, du coup, on retrouve souvent sa signature dans différents documents et certificats divers de l'époque. Et c'est à lui qu'Anne Lamarque aurait demandé d'être avortée. C'est pas quelque chose qu'on faisait à l'époque et questionné sur la question, le chirurgien a dit qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a bien fait une saignée à la Folleville, mais il le fait au pied, ce qui ne met nullement en danger la vie de son enfant à naître. Et en ce qui a trait au remède administré, il a déclaré qu'il s'agissait seulement de vitamines. Ensuite, c'est au tour de Jean Martinet de Fontblanche. Ça, c'est l'autre chirurgien. Celui-ci répète et confirme les dires des témoins précédents. Soit que les rumeurs laissent penser que la Folleville ne se conduit pas de façon appropriée. Elle préfère toujours être ailleurs plutôt qu'avec son mari, comme ça a été mis en évidence plus tôt. Il mentionne M. Dauphiné et Potier, mais également Jean-Baptiste Cavalier. Il déclare que Cavalier fréquente la maison de la Folleville depuis un certain temps et qu'on en parle beaucoup et pas forcément bien. Il aurait, paraît-il, passé tout l'hiver chez la Folleville depuis son retour des États-Unis. Beaucoup prétendent d'ailleurs que l'enfant qu'attend la Folleville est de lui. Bon, cette révélation-là, on l'a déjà eue tantôt, mais c'est parce que ça se répète un peu dans le procès. Ça se répète beaucoup dans le procès. En tout cas, la mère de ce dernier aurait justement confronté Anne Lamarque sur le sujet et la concernée n'a pas du tout été offusquée et ne l'a pas nié. On demande ensuite au chirurgien s'il est au courant d'un livre de sortilèges que posséderait la Folleville. Il répond que l'hiver passé, il a rendu visite à Anne Lamarque pour affaire. En tout cas, bref, celle-ci lui aurait montré un livre d'une taille de 4 à 5 pouces carrés et d'une épaisseur d'environ 1 doigt, écrit entièrement à la main, avec une écriture fort bien orthographiée, contenant des parties en français, en latin et quelques mots en grec. Il déclare que le livre contenait toutes sortes de sottises, notamment des formules pour se faire aimer par les filles, les garçons et les hommes. Ça, c'est pas sans rappeler le petit Albert et les livres similaires. Hein? Bref, le déposant ne voulut pas en savoir davantage, il rendit le livre à ladite Folleville. Et puis là, va comparaître pas mal tous les membres de la famille Cavalier, qui vont en gros mémérer pas mal toute la même affaire. Le témoignage du père Robert le Cavalier diffère un peu. Quand on lui demande s'il a connaissance que le cabaret de Mme Lamarque est un endroit scandaleux, de son côté, celui-ci déclare qu'il n'en a pas connaissance, qu'il s'agit d'un cabaret public et que chacun est bienvenu pour son argent. Il affirme toutefois que celle-ci avait bel et bien une histoire avec le défunt Dauphiné. Leur relation était connue de tous et pas très discrète. Je crois que rendu là, dans le procès, ce qui choque le plus au sujet de la relation qui unit Jean-Baptiste Cavalier et Anne Lamarque, c'est certainement la différence d'âge et le rang social. Les Cavaliers sont de bonne famille, très huppés à Montréal. C'est ça qui scandalise le plus les bons gens. On reçoit ensuite Catherine Duvivier, la femme de Robert le Cavalier. Lors du témoignage, celle-ci affirme que la Folleville n'avait pas ensorcelé que son fils Jean-Baptiste, mais également son autre fils. Des propos des plus troublants, puisque Louis n'a que 18 ans. Elle termine en disant qu'elle a souvent entendu le mari de Mme Lamarque la traiter de tous les noms. Il y a beaucoup d'autres personnes qui vont témoigner ensuite dans l'affaire. Évidemment, on répète souvent les mêmes choses. Qu'Anne Lamarque tient un cabaret de débauche, qu'elle a plusieurs amants,
qu'elle a tenté d'acquérir les services d'un chirurgien pour avorter et sans oublier qu'elle possède un ouvrage de sorcellerie. Malheureusement, on n'obtiendra pas beaucoup plus d'informations au sujet du dit livre occulte. En réalité, il pourrait bien s'agir d'un livre sur l'herboristerie. Certains témoignages plus tardifs pendant le procès vont relater un événement important, une dispute avec le curé Jean Frémont. On ne connaît pas la teneur exacte de leur dispute, mais on relate justement la férocité d'Anne Lamarque à l'égard du religieux. La jeune Jeanne Cavalier, ça c'était une autre des membres de la famille Cavalier, a pu en dire un peu plus par contre. De ses dires, la cabaretière lui avait fait savoir qu'il n'était pas digne de dire la messe et l'a menacé physiquement. Bref, si on résume, l'image d'Anne Lamarque dressée tout au long du procès n'est pas bien reluisante. Mais bon, malgré tout, elle s'en tire quand même assez bien puisqu'elle va être acquittée par le tribunal. Tout laisse penser qu'Anne Lamarque avait quand même des bons contacts parmi la haute bourgeoisie. Son cabaret était quand même un endroit assez prisé. Elle évite donc le bannissement, ce qui à l'époque aurait été la peine la plus probable dans la situation. La cabaretière meurt quelques années plus tard, en 1686, à l'âge de 37 ans. On ne sait pas trop ce qui est advenu de son établissement, mais il est fort probable que celui-ci a fermé au moment de sa mort. Et, bien entendu, c'est le mystère entourant le fameux grimoire qui n'a jamais été retrouvé. On peut même douter de son existence. L'affaire de la Folleville, c'est pas un cas unique, évidemment. La Nouvelle-France est connue pour son lot d'histoires de sorcellerie. Par chance, on a été quand même relativement épargné par la folie de la chasse aux sorcières. La punition habituelle pour la sorcellerie en Nouvelle-France, c'était le bannissement, et non la mort. C'est peut-être en partie à cause d'une loi passée justement en 1682, une ordonnance royale française qui a établi les bases de la décriminalisation de la sorcellerie. On y faisait mention de prétendus sorciers que l'on qualifiait plutôt de blasphémateurs et de charlatans, sans jamais évoquer leur pouvoir surnaturel. Je ne sais pas à quel point ces ordonnances-là ont un impact sur les colons dans les années qui ont suivi, mais c'était déjà un pas en avant et ça témoignait de quelque chose. C'est qu'il y avait un mouvement de désenchantement du monde qui amenait tranquillement la société à avoir un recul par rapport aux croyances religieuses et magiques. Et ça, justement, au bénéfice d'explications un peu plus scientifiques. Soyons honnêtes, à ce moment-là de l'histoire, il reste encore un crise de bout à faire. Mais tranquillement, on avance dans la bonne direction. Et sur ces bons mots d'espoir, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Oh ben, batins. Ça va mettre le diable aux vaches. C'est que le défrichage de mes terres avancera pas vite. Rapport que je vois là-bas encore Mollard puis la Folleville qui se bécotent dans le fond du champ. C'est un sac à Chris. C'est assez indécent. Je vais en parler au curé Frémont.